Est-il normal et autorisé de travailler avec les papiers de quelqu'un? Vous arrivez ici aux États-Unis en tant que touriste ou vous êtes venu par la frontière et vous constatez que il y a déjà un peu de la galère, c'est-à-dire vous avez déjà du mal à travailler, vous avez du mal à joindre les deux bouts. Le peu d'argent que vous aviez sur vous est en train de se dissiper. Du coup, vous décidez de parler à quelqu'un que vous avez, un ancien d'ici, et l'ancien vous dit, bon, je peux te remettre mes papiers pour que tu travailles avec, mais à condition que tu me verses une somme chaque semaine. À chaque paiement, je dois te donner une somme. Alors tu acceptes le deal parce que c'est mieux que de ne rien avoir. Tu te lances dans le combat. Tu travailles, tu travailles. C'est-à-dire, tu constates que le contrat du départ, celui avec qui tu as signé le contrat du départ est en train de changer d'avis. Parce qu'il a remarqué que tu es en train de prospérer. Il s'est dit que ce qu'il était en train de prélever chez toi est peu. Du coup, il double la mise. Tu recevais 1000 $ par semaine. Et vous vous étiez entendu que tu devais lui remettre 200 $. Mais une fois qu'il a découvert que tu n'es plus à 1000 $ la semaine, tu es déjà à 1500 $ la semaine, il a commencé à réclamer plus. À réclamer une grande portion. Au début, tu as accepté parce que tu avais déjà la corde au cou et tu ne pouvais plus. Tu connais l'importance de travailler. Et toi, tu ne veux plus te retrouver dans une situation où tu n'as pas la possibilité de travailler. Parce que tu as des responsabilités. Du coup, la personne exige à ce que tu lui donnes encore 200 $. C'est-à-dire 400 $ la semaine. Tu veux bouder, mais après tu te dis, je ne peux plus faire marche arrière. Tu acceptes. En acceptant, la personne t'observe encore. La personne veut te voir sombrer. La personne veut se rassurer que c'est elle qui a l'avantage sur toi. Mais tu commences à serrer, tu serres la ceinture parce que tu te dis, je n'ai pas assez, je ne peux pas gaspiller. Mais avec le peu que j'ai, je peux réaliser de grandes choses. Lorsque la personne t'observe, elle remarque que tout va bien dans ta vie. On a du mal à te stopper. La personne veut que vous repartiez sur la table des négociations et exige 200 $ de plus. Chose que tu ne pourras pas accepter. Je ne pourrai pas accepter que je gagne 1500 $ et je te remets 600 $. Il va me rester 900 $. J'ai le loyer, j'ai des enfants au pays, je dois m'occuper de moi-même. Comment vais-je m'en sortir si je ne gagne que ça? La personne te dit, c'est à toi de voir. C'est à prendre ou à laisser. Du coup, étant donné que tu es déjà enfoncé, tu es déjà allé jusqu'au bout, tu ne peux plus faire marche arrière, tu as déjà le goût de travailler, tu as déjà le goût d'avoir de l'argent, de toucher les dollars. Du coup, tu baisses la garde. Tu dis, bon, j'espère que c'est la dernière fois qu'on revient sur la table des négociations. La personne te dit, il n'y a pas de souci. Du coup, tu te dis, je vais essayer de faire un effort pour arriver à gérer le peu que je gagne. Et tu as commencé à le faire. Tu as commencé à le faire. Malgré le fait que tu donnes 600 $ à celui qui t'a permis de travailler, ta situation ne change pas. Tu es toujours jovial. Ta vie est toujours prospère. La personne se fâche. La personne veut exactement savoir pourquoi tu arrives et comment tu arrives toujours à t'en sortir. Pourquoi tu ne te plains pas lorsque la personne te met la pression, lorsque la personne veut quelque chose de plus?
La personne n'arrive pas à comprendre. La personne n'arrive pas à savoir que lorsque Dieu a mis la bénédiction quelque part, lorsque Dieu a béni quelqu'un, peu importe les moyens physiques qu'il a, sa tête, si sa tête est développée, le peu de moyens qu'il a, il peut réaliser de grandes choses. Le plus important, ce n'est pas l'argent qu'on gagne. C'est surtout ce qu'on fait avec le peu qu'on gagne. Il y a des gens qui arrivent à gagner 1 million par mois, mais qui ont des dépenses qui vont jusqu'à 900 000. Il y a également ceux-là qui gagnent 100 000 par mois, mais dont les dépenses arrivent à 90 000 et la personne épargne 10 000. Chaque mois, la personne épargne 10 000. La personne arrive à s'en sortir par rapport à celle-là qui a 1 million par mois, mais qui n'arrive pas à gérer les 1 million. Donc tout, c'est la tête. Et par rapport à la question qui m'a été posée, peut-on se sentir en sécurité lorsqu'on travaille avec les kaolo de quelqu'un? Je dis non. Vous ne pourrez jamais vous sentir en sécurité. Regardez que vous pouvez même, vous allez subir, vous irez de chantage en chantage. Parce que la personne sait très bien qu'elle vous tient. Il y a la corde de cou. Elle vous tient là où ça fait mal. Si elle lâche, tout est fini pour vous. Et vous-même, vous le savez. Alors, il faut aussi avouer que c'est un risque que prennent les personnes qui acceptent que vous travaillez avec leur kaolo. C'est un risque parce qu'on a déjà vu ici et là beaucoup qui ont perdu les kaolo parce que la police ou l'immigration a découvert que celui qui était détenteur de kaolo les a prêtés à quelqu'un pour aller travailler et retirer les bénéfices. Parfois, on t'arrache ta résidence permanente pour la remettre même à celui qui n'en avait pas, à celui qui a subi ton chantage, ton abus, ton exagération. Parce qu'il faut vous l'avouer, celui à qui vous remettez vos papiers, parfois lorsqu'il est contre le mur, lorsqu'il n'a plus le choix, il peut aller voir la police pour dire non, de toute façon, quand on est décédé, on n'a plus peur du couteau. Donc la personne peut se dire, je vais dévoiler tous les secrets et nous tous nous allons perdre. Donc lorsque vous savez très bien que vous aidez quelqu'un, ne tirez pas de manière à ce que la personne s'étouffe, mais donnez-lui la possibilité de respirer un peu et de se remettre sur pied. Faites très très attention. Travailler avec le chaos de quelqu'un, c'est aussi très très risqué.